Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être présent pour suivre l'actualité de ce mardi 7 juin. Koungou bloqué aujourd'hui par des groupuscules qui s'en prennent aux riverains et aux forces de l'ordre. Plusieurs affrontements ont éclaté depuis hier soir après la mort d'un jeune. Circulation interrompue et caillassage de voitures ont rythmé cette journée chaotique. Les détails dans un instant. Plus que 5 jours avant le premier tour des législatives qui aura lieu ce dimanche 12 juin et l'Union départementale des associations familiales met en place une série de rencontres avec les candidats des 2 circonscriptions. Nous verrons ce soir quelles sont leurs attentes et quelles ont été les propositions des candidats de la première circonscription. Et puis du basket avec Vautour de l'Abattoir qui termine meilleure équipe ultramarine. Durant 3 jours, les représentants mahorais ont pris part aux finalités de National 3. Elles se sont déroulées dans le Val d'Oise. On en parle en fin de journal. Nuit de violence hier à Koungou suite à des représailles après le décès d'un jeune à Majikavo, des affrontements avec les forces de l'ordre mais aussi des barrages routiers. Plusieurs automobilistes ont été pris à partie et de nombreuses voitures ont été vandalisées. Saïd Hachim, Géraldine Louis. Au lendemain des rixes, la tension reste vive dans le secteur de Koungou et Majikavo. Un dispositif de gendarmes est déployé sur place. Un hélicoptère survole la zone depuis ce matin. Tout est bloqué. La situation est encore tendue. Moi, je suis sorti du travail, j'ai travaillé la nuit. Et j'ai attendu un peu que ça se calme. Donc, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, je me suis dit, bon, c'est peut-être ça s'est calmé. Mais arrivé après Majikavo, au niveau du virage, il y a tous les dispositifs, les gendarmes qui sont là, et la route est barrée, il y a l'hélico qui tourne, et on m'a demandé de faire demi-tour. La route est fermée à la circulation, même pour les véhicules d'intervention d'urgence. J'ai vu des infirmières, des ambulances qui sont arrêtées sur place, qui attendent. Ils ne prennent pas le risque de faire passer les gens. Un problème pour les personnes nécessitant des soins. Samedi, dimanche, elle n'a pas dialysé. Son jour de dialyse, c'est aujourd'hui, lundi, mercredi, vendredi. C'est une obligation pour elle d'aller dialyser. Elle a des problèmes de reins. On n'y arrive pas à arriver chez elle. C'est dommage. C'est un risque et péril pour le patient. Ces agissements font suite à l'agression mortelle d'un jeune homme dimanche dernier à hauteur du village de Majikavo-Lamir. Gravement blessé, le jeune succombera à ses blessures lundi. Aussitôt, des mesures sont prises pour sécuriser la population. Les services de l'équipement, ils ont pu dégager ce qu'il fallait. Et puis les gendarmes sont là avec leur machine, dégagent un peu la route. Les écoles sont fermées, je pense qu'ils vont reprendre demain. Les écoles sont fermées parce que la situation le matin, c'était tellement tendu, donc du coup personne, et puis tous les enseignants qui habitent dans Mtsangamouji, Mzamboro, donc la route était barrée, ils étaient obligés de rester chez eux. Ce matin, des négociations étaient en cours pour ramener le calme dans la commune. Une enquête confiée à la gendarmerie est ouverte. Et notez que la famille a récupéré le corps de la victime cet après-midi. Son enterrement devait avoir lieu en fin de journée. Et puis dans un communiqué, les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer condamnent avec la plus grande fermeté ces violences intolérables, disent-ils, des exactions qui portent grave atteinte à l'ordre républicain, mais aussi à la liberté de se déplacer pour les habitants de l'île. Gérald Darmanin et Yael Braun-Pivet affirment apporter tout leur soutien au service de l'État et saluent l'engagement déterminé des forces de l'ordre ainsi que leur courage. Et nous ouvrons à présent notre page consacrée aux législatives. Et on démarre avec l'Union départementale des associations familiales qui a organisé une rencontre avec les candidats aux législatives. Avant de recevoir les candidats de la Circo 2, ce matin, l'UDAF présentait ses doléances à ceux de la Circo 1. 5 candidats ont répondu présents avec Chafanti Alibako et Youssouf Abedmatoir. L'UDAF se fait porte d'entrée des questions familiales à Mayotte. Pour l'organisme, une requête est essentielle.
l'application du droit commun en matière sociale. Ça, c'est très important parce que les familles sont en attente de ces questions. Une revendication entendue, semble-t-il. Et ce que je retiens, c'est notamment l'urgence dans certains domaines, notamment de l'application du droit du Code de la sécurité sociale à Mayotte. Ce que je retiens aussi, c'est la difficulté de remonter les informations jusqu'au gouvernement. L'autre grande problématique abordée, le manque de financement pour déployer les actions de l'UDAF. Cette structure n'est pas exploitée dans l'intégralité de son potentiel. Il faut mieux la doter, notamment en capital humain. Il faut aussi mieux la doter en matière de moyens financiers pour qu'elle puisse mieux gérer toutes ces associations qui lui sont rattachées. Nous avons le FSE qui est assez important, qui peuvent leur venir en aide, mais il manque ces fonds relais. Donc ce serait un combat de leur trouver des fonds relais à travers l'État, le conseil départemental ou d'autres bras financiers. Pour donner les moyens aux associations familiales de fonctionner, chacun des candidats y va de son idée. Dans la loi de finances, il faut qu'absolument l'UDAF Mayotte soit accompagné, même si on sait que l'accompagnement doit se faire au niveau local, c'est-à-dire par le préfet et par le président du département. Il faut déjà commencer par donner du travail à ceux qui sont prêts et accompagner ceux selon leur situation dans le cadre de la solidarité nationale. C'est juste du droit commun que Mayotte soit traité comme un département à part entière. Dans la circonscription Nord, 5 autres candidats bataillent pour le siège de député. Et avec nous sur ce plateau, Misbah Oudine Bakar. Bonsoir Misbah. Bonsoir Papineau. Alors ce soir, dans la suite de cette page, on s'intéresse notamment au mandat 2007-2012 concernant la mandature de Nicolas Sarkozy avec son élection au mois de mai. Nicolas Sarkozy est élu président de la République le 16 mai 2007 et à Mayotte, les Mahorais choisissent Ségolène Royal qui arrive en tête au second tour avec 60,04% des voix. 17 juin 2007, la droite UMP remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les Mahorais ont voté également à contre-courant pour les législatives. Le MDM, le parti de Marcel Henry, avait en quelque sorte aligné 2 candidats, Zenadine Daroussi et le regretté Abdoulatifou Ali. C'est ce dernier qui va l'emporter. Et d'ailleurs, on note qu'en 2007, ça a été une année compliquée pour le sortant, avec une fin de mandat mouvementée. En 2007, quelques mois après une longue grève des enseignants qui a paralysé l'île avec comme principale revendication Papineau l'indexation des salaires, le sortant candidat à sa propre succession perd les élections et c'est donc Abdoulatifou Ali qui a été choisi au second tour par les Mahorais, 56,29%. Il a su surfer sur la vague tous contre le sortant UMP qui a connu une fin de mandat mouvementée. Autre, la grève des enseignants. Il y a eu des manifestations début 2007 avec comme toile de fond une volonté d'égalité sociale avec la métropole et les DOM. Et c'est dans ce contexte que le 18 juin 2007, les Mahorais se réveillent avec un autre député qui avait suscité tant d'espoir. Alors, un avocat succède à un avocat. On va entendre ça il y a 20 ans. Ali, issu de la force de l'alternance tout au long de sa campagne, il plaide pour l'égalité républicaine et déclare qu'il faut que le droit commun arrive à Mayotte partout ailleurs dans la République. De son discours en Chimaoré Papineau, on retiendra ce terme, le département Mhakaka, la départementalisation pleine et entière, le processus statutaire suit son cours, mais pour les autres combats, le parlementaire était aux abonnés absents. Il a ensuite connu des déboires judiciaires et par la suite, il subit un échec sévère lors des élections législatives du 10 juin 2012 en obtenant que 0,82% des suffrages, soit 127 voix, un score inédit pour un député sortant. Misbah Oudine Bakar, merci pour toutes ces précisions. Et voilà donc qui met un terme à cette page des législatives. Santé dans ce journal avec la colère des soignants qui manifestent aujourd'hui un peu partout en France en cause des services d'urgence contraints de fermer par manque de personnel. Une situation catastrophique selon les syndicats. À noter que les soignants réclament également une hausse des salaires. Marc Dana et Nicolas Fleury.
ils ont décidé de se rassembler devant les urgences. Un choix symbolique pour ces personnels soignants de Grenoble. Les urgences, c'est le service le plus impacté par la crise des hôpitaux. Alors, ils réclament un moratoire sur la fermeture des lits. Pas de trio d'urgence, sinon il y a défaillance. Hey. Depuis 30 ans, on ferme des lits et aujourd'hui, l'hôpital s'effondre. On assiste tous à l'effondrement du système de santé français. À Bordeaux, on descend également dans les rues et on redoute les mois qui viennent. Là, on s'apprête à vivre un été très difficile qui nous inquiète tous et c'est vrai que, je sais pas, ça fait peut-être 25 ans que j'ai pas manifesté et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de venir au milieu de mes collègues. Une cinquantaine de mobilisations sont prévues dans le pays, y compris dans les villes moyennes, comme ici à Tarbes, où on souligne les effets cumulés de la crise du Covid et de salaires restés peu attractifs. On a des difficultés de recrutement des médecins, on a des personnels qui s'en vont, fatigués, épuisés, écœurés. On est totalement écœurés aussi du peu de réaction de l'État. Devant l'hôpital de Rouen, on va jusqu'à réclamer les moyens matériels nécessaires pour continuer à travailler. Ils en sont arrivés à devoir faire grève pour avoir simplement des brancards, des adaptables, des pieds à perfusion. Selon l'association SAMU et Urgences de France, près de 120 services d'urgence font face à de graves difficultés et s'apprêtent à limiter leur activité cet été. Je vous propose maintenant de parler de cette révolution technologique, la création d'un chargeur unique pour tous les portables et tablettes. L'Union européenne vient d'adopter sa mise en place et ce sera une obligation pour tous les fabricants. Explication Laetitia Legendre, David Fossard. Ils encombrent nos placards, s'accumulent dans les tiroirs, foisonnent à notre grand désespoir. Les chargeurs de smartphones. Combien vous avez de chargeurs chez vous? Au moins 3. Peut-être 5 aussi. Je sais pas, j'en ai plein parce qu'en plus ils tombent en panne au bout de 15 jours, 3 semaines. L'Union européenne va harmoniser ces différents connecteurs en imposant aux fabricants un chargeur universel pour les smartphones et autres appareils électroniques. Un projet lancé dès 2009 avec une trentaine de chargeurs différents. Certains consommateurs à l'époque s'en mêlaient déjà les pinceaux. Pour recharger son portable chez un ami, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Le projet depuis a donné du fil à retordre à la Commission car certains fabricants comme Apple font de la résistance. En proposant que tous les smartphones soient équipés d'un port USB-C, cette nouvelle réglementation devrait permettre d'économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Ça va permettre de diminuer le prix et je pense que c'est bien pour les consommateurs. Point de vue concurrentiel, ça veut dire qu'on va pouvoir se fournir chez d'autres fournisseurs et avoir peut-être une baisse générale des prix du chargeur. Une bonne nouvelle aussi pour les associations qui luttent contre l'obsolescence programmée. D'un point de vue environnemental, tous ces chargeurs qui s'accumulent et qui se multiplient, à la fin on les jette et ils sont source de déchets électroniques assez importants. On estime que pour les smartphones, c'est 11 à 13 000 tonnes de déchets électroniques par an. Si on prend tous les appareils portables, ça monte même à 35 000 tonnes par an. Les fabricants ont encore un peu de temps devant eux pour s'adapter. La mesure ne rentrera pas en vigueur avant automne 2024. Aux Comores, une semaine déjà que les consommateurs subissent la hausse des hydrocarbures suite à une décision du gouvernement. 44% d'augmentation pour le gazole, alors qu'aucune autre mesure d'accompagnement n'a été mise en place. Le gouvernement justifie cette augmentation par la guerre en Ukraine, mais semble-t-il, les raisons seraient ailleurs. Faïza Souli Youssouf, Ibrahim Youssouf. Face à l'augmentation du prix du carburant intervenue la semaine dernière, les longues files d'attente habituelles aux abords des stations-service ont cédé la place à quelques voitures qui attendent. Avec la hausse de 44% du gazole et 25% pour l'essence, le carburant est désormais cher, trop cher. Moi, quand je viens mettre 20 litres, avant la hausse, quand je donne 15 000 francs comme ça, on me donnait 3 000. Maintenant, là, je vais mettre les 20 litres, les 15 000 vont partir. Donc, une hausse de 30 000 francs, de 3 000 francs. Alors, bon, cette hausse ne va pas rester sur le carburant.
Les consommateurs ne comprennent pas cette augmentation des prix sans une mise en place en amont de mesures d'accompagnement clairement définies par le gouvernement. Je déplore moi, c'est qu'ils nous ont dit clairement qu'ils sont en train de réfléchir sur des mesures d'accompagnement, mais en partant de là, on aurait voulu nous avoir une indication sur quelles sont les mesures. Mais le problème, ces mesures-là, on ne les connaît pas. Ils ne nous ont pas été dévoilés. Reste à savoir si cette hausse était inévitable et si sa principale raison est la guerre en Ukraine, comme le justifient les pouvoirs publics. On est en train de pénaliser les Comoriens sur une mauvaise gouvernance où, entre guillemets, c'est approuvé des magouilles qu'il y a eu. Comment les hydrocarbures, s'ils sont dans cet état, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Alors, on veut faire payer les Comoriens ça. Et ne venez pas me dire que ceci vient de la guerre Russie-Ukraine. Ce qui s'est passé chez nous, il y a une grosse mauvaise gouvernance. Et ce qu'il faudrait faire, là je reprends votre question, avant d'accepter cette augmentation, qui va impacter toute la vie économique des Comoriens. Moi je veux qu'on fasse une audit. La mobilisation contre la vie chère prévue samedi dernier par la société civile n'a pas eu lieu. Elle a été empêchée par les forces de l'ordre qui se sont déployées massivement dans la capitale. Vendredi soir, Ahmed Hachim Sedassan, l'un des initiateurs de l'appel, a été mis en garde à vue. Il a été relâché samedi dans la soirée. Et désolé pour la mauvaise qualité de son de ce reportage. Retour à Mayotte avec cette conférence de presse ce mardi à l'hôtel de ville de Mamoudzou. La société Angalia et la mairie côte à côte pour annoncer l'organisation de la course de pneus 2022, une 38e édition qui se tiendra le 25 juin prochain. Les amateurs de cette Formule 1 locale retrouveront un parcours classique de 1 km 850. Shafika Salimkou, Miss Bahoudine Bakar. Retour à la réalité du bitume après une compétition virtuelle en 2020. Les amoureux de la course de pneus vont pouvoir profiter d'un moment de convivialité, un événement sportif, culturel et emblématique apprécié des enfants de l'île. L'accueil des enfants, il se fait le matin. On va avoir 200 enfants qui arrivent de toute l'île. Donc ça, on est très fiers d'avoir des enfants qui vont pouvoir arriver de Sada, de Critère, du nord et du sud. Ensuite, ces enfants, à 14h, on lance les garçons. Donc 300 garçons qui vont pouvoir à 14h. 14h30, on lance les filles. Et à 15h, on lance les adultes. Une équipe toutes les minutes. Des adultes qui vont donc faire aussi leur grand retour dans les rues de la capitale avec leurs pneus à la main. Dès aujourd'hui, je les invite à récupérer un bulletin d'inscription, à le remplir et avant la semaine prochaine, avant le 15, il faut qu'ils le mettent dans une urne. Et après, on espère qu'ils soient retenus. Donc on aura 80 équipes de 5 et ça va permettre de courir les gros pneus, les big mamas, les hommes et les femmes de pouvoir faire le parcours. Et à 16h30, le samedi 25 juin, tous ceux qui le souhaitent, ils viennent avec leurs pneus, entre amis, en famille, entre collègues, avec les enfants. Ils vont pouvoir faire le parcours aussi. S'agissant d'un grand événement, les forces de l'ordre notamment sont bien sûr impliquées. Elles assureront la sécurité de tous pour éviter des incidents majeurs. Ça implique que tout le monde est concerné, en fait, de la préfecture, en passant par la police nationale, en passant par la gendarmerie, ce qui fait que même le RSMA est rentré dans la course pour garantir la réalisation de ces grands événements. Donc au niveau sécuritaire, nos partenaires seront là pour nous accompagner. À cette occasion, les organisateurs ont pris des mesures sanitaires. Covid-19 oblige. On mettra en place bien sûr du gel à différents points, au départ et à l'arrivée. Le départ de la course sera donné à la MJC d'Omtsapéré avec une arrivée prévue à la place Zaki Amadi. Et malgré son absence, la tradition de Jacques Passe sera respectée. Une course gratuite, ouverte à tous, avec à la clé un cadeau pour tous les enfants. Du basket, les vautours de l'abattoir terminent meilleure équipe ultramarine des phases finales de National 3. La compétition s'est déroulée en région parisienne ces 3 derniers jours. Les Verts se classent 4e sur les 6 équipes qui ont participé à ces finalités. Reportage Nicolas Bouy. Même au fin fond du Val d'Oise, ils étaient là, chantant, dansant et supportant leur équipe des vautours de Mayotte, de quoi se sentir bien soutenu.
C'est notre 6e homme, hein, donc comme dans tous les sports. Hein. Ils sont fidèles, ils sont là où on va, quoi. Et même chez nous, c'est la même chose. Un petit match de rien du tout, on a pratiquement 500 personnes dans le stade, donc voilà, c'est la fête. Dans ce match pour la 3e place contre Alfortville, les Vautours en vert ont été très efficaces dans les tirs à 3 points. Un spectacle qui plaît, sauf qu'il s'agissait du 3e match des Mahorais en 3 jours, d'où une double fatigue. Une fatigue physique et aussi morale, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on va y travailler. Score final 67-45 pour Alfortville. Défaite logique des Vautours fatigués. Même les cris des supporters n'ont rien changé. Et puis de la musique pour terminer cette édition. Vous l'avez sûrement suivi en direct ce matin sur nos antennes. L'arrivée à Mayotte de l'artiste Nonsembo Zikode, l'auteur du tube intercontinental Jérusalem. Retour sur ses premiers pas à l'aéroport Marcel Henry où un comité d'accueil l'attendait. Apamandi, Zaliata Boudouri, Kamar Boura et Daniel Abdou. C'est au rythme du Maulida Chengue que Nonsembo est accueilli par son comité. J'ai été accueilli très chaleureusement. J'ai hâte d'en connaître un peu plus. Et malgré la fatigue du voyage, à peine arrivée à l'aéroport, elle nous livre un a cappella. Jérusalem, La célèbre voix derrière le single à succès Jérusalem, c'est elle. Le tube cumule aujourd'hui plus de 499 millions de vues sur YouTube. Cette prière en zoulou qui demande la protection a fait le tour du monde. Et ce, grâce au Jérusalem Dance Challenge. Phénomène arrivé aussi à Mayotte où l'artiste donnera 2 concerts, ce vendredi à Ouangani et le samedi à Koropa. Une séance de dédicace sera organisée ce jeudi à l'hôtel Caribou. Et la star sud-africaine sera l'invitée de notre 19h samedi prochain. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain à 13h, Aurélien Février pour le journal de la mi-journée. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en mahorais. Bon mardi soir à tous sur La Première.